Bonjour, dans Face à la REP aujourd'hui, nous recevons Philippe Guillemot, qui est psychiatre gérontologue, qui a fondé l'association Alma 64 contre les maltraitances aux personnes âgées et handicapées. Un sujet à la une de l'actualité depuis mercredi dernier, la sortie du livre enquête Les Fossoyeurs, qui dénonce un système mis en place par Orpea pour améliorer la rentabilité de ces EHPAD au détriment peut-être du personnel et des résidents. Un livre choc qui a entraîné le limogeage ce lundi matin d'Yves Lemann, le directeur général d'Orpea. Êtes-vous surpris par les révélations dévoilées par le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs? Bonjour. Bonjour, monsieur Bon. Guillaume. Surpris, bah, j'ai pas lu ce livre d'abord, j'ai pas vraiment lu tous les articles qui abondent là, ces derniers temps, mais la maltraitance, elle existe, et donc pourquoi pas, je veux dire. Après, le type de maltraitance, de quoi il est question précisément, qu'est-ce qui va être démontré, pas démontré, ça j'en sais rien. Ce qui est frappant quand même dans ce que j'ai vaguement entendu, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites comme ça, c'est que si c'est quelque chose qui est une espèce d'organisation, ça c'est quand même, ça serait très étonnant quand même, parce que des maltraitances souvent elles arrivent, mais qu'il y ait une espèce de volonté comme ça, c'est un peu ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai, je parle sous réserve parce que j'ai pas lu ce livre. Ça c'est étonnant, oui. Mais une sorte de rationalité, des quantités à ne pas dépasser, un temps minimum à passer, c'est des choses qui existent, ça, dans les EHPAD? Ah bah oui, la question quand même des moyens, du temps, et toutes ces choses-là, ça existe dans toutes les EHPAD, et pas seulement dans les EHPAD privés, si vous voulez. Bah, il y a toujours deux pôles. Il y a toujours le pôle de la logique des besoins des personnes et des personnels, et puis il y a la logique des coûts. On ne peut pas s'en sortir de ça, d'ailleurs, que ce soit dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Sauf qu'il faut qu'il y ait des gens, à un moment donné, qui soient à l'intersection, et c'est souvent, finalement, les managers, qui puissent voir jusqu'à quel point, à un moment donné, la logique des coûts va avoir des répercussions sur, finalement, la vie des gens. Et là, on est sur un débat éthique, quoi, si vous voulez. Donc il faut que les managers soient assez solides pour faire remonter ça. Est-ce qu'il y a une différence dans ce que vous avez pu constater sur le terrain de traitement selon qu'on soit dans une structure publique, une structure privée, une structure non lucrative, une structure lucrative? Écoutez, on n'a pas du tout d'infos là-dessus, il n'y a pas d'études là-dessus. Si on se situe sur, par exemple, les ratios personnels, c'est équivalent. C'est identique. La loi, elle est pour tout le monde. D'ailleurs, on ne voit pas très bien pourquoi une personne âgée, très âgée, ayant par exemple une maladie d'Alzheimer évoluée, elle aurait plus de besoins en privé qu'en public. Voilà. Donc, non, on n'a pas d'études là-dessus, on ne peut pas l'affirmer. Et puis, nous, en termes de, si je parle d'Alma 64, on n'a pas assez de situations pour donner des éléments de type statistique, si vous voulez, ou des choses comme ça. Même au niveau national, il n'y a pas d'études. Donc, si ça déclenche des études, ça serait intéressant, oui. Vous avez créé l'association Alma 64 voici plusieurs années pour lutter notamment contre ce que vous appelez la maltraitance aux personnes âgées. Qu'est-ce qui a motivé votre action dans ce domaine? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Oui. Bon, d'abord, je n'ai pas créé l'association, c'est une incitation gouvernementale vers les départements, et c'est surtout le conseil départemental qui est très engagé, et puis l'ARS, qui sont, et la DGCS, qui nous ont sollicités. On avait commencé à travailler avant déjà en réseau, avec le département, le parquet, avec les hôpitaux, pour réfléchir à cette question. Mais alors, qu'est-ce qui nous a engagés? Sur le terrain, moi je suis un clinicien au départ, sur le terrain, j'ai coutume de dire que la limite entre la bientraitance et la maltraitance peut être minimum, si vous voulez, dans un domaine où il y a tellement d'inconnus, il y a tellement d'acteurs. Donc, on est forcément d'emblée questionné en disant, est-ce que je suis là suffisamment bien traitant, ou est-ce que je suis déjà dans la négligence, ou dans une conduite inappropriée, ou des choses comme ça. Donc cette question, elle est omniprésente. C'est des questions éthiques. Qu'est-ce qui est le mieux à intenter, à faire ou pas faire? Les critères ne sont pas qu'objectifs. Non, bien sûr que non. Oui. Et puis surtout que c'est essentiellement des critères relationnels qui se situent dans la relation, quoi. Il y en a, mais il n'y a pas que ça, oui.
Quelles actions avez-vous mises en place dans le cadre d'Alma, concrètement, des actions concrètes? Nos actions concrètes, c'est celle d'un centre Alma qui est un centre qui reçoit des alertes téléphoniques et qui traite par téléphone ces alertes et qui renvoie en général sur les acteurs du réseau. Hein. Donc, avec un parti pris de travail, comment dirais-je, de multiplication des regards, parce qu'on est face à des complexités. Personne n'est capable de faire face à la complexité. Hein. Donc, on a des gens qui écoutent, ils sont deux, on a des gens qui sont des référents après, qui sont deux, puis après, il y a des réunions mensuelles où on discute des situations cliniques pour voir toutes les facettes d'un problème, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est le travail de base. Hein, voilà. Le deuxième travail, c'est aller dans les comment dirais-je, dans les villes ou rencontrer des gens pour de la formation. Il y a des actions de formation. Alors nous, on a une petite originalité à Pau, c'est que, enfin pour dans le 64 plutôt, hein, c'est qu'on a lancé une recherche parce qu'on veut aller plus loin que l'alerte téléphonique. On pense que ça, c'est la politique de la France. Moi, je la critique personnellement. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Il faut après qu'on ait des actions qui permettent d'aller jusqu'au bout et de vérifier la résolution des problèmes, hein, et de les évaluer aussi. Et ça manque, à mon avis, parce que c'est très complexe. Hein. Donc il y a ça. Puis là, actuellement, on fait aussi une recherche avec le département sur le travail au niveau des services d'aide à domicile, qui est quelque chose de tout à fait intéressant. Ce sont des gens très présents au domicile. On l'a vu avec le Covid. Hein. C'est les seuls qui restaient souvent. Hein. Et donc, ils ont une perception, une vue, une analyse des choses. Ils n'écoutent pas beaucoup, hein, les auxiliaires de vie. Hein. C'est vrai. Bon. Est-ce que vous avez noté un nombre d'alertes en augmentation ces dernières années, notamment l'année dernière? Ce qui est le cas au niveau national. Oui, alors au niveau national, la fédération le dit. Nous, à Pau, ce n'est pas très, très significatif, effectivement. Il y a eu aussi, à un moment donné, une diminution, puisque comme les familles ne visitaient plus, souvent c'est les familles qui appellent, hein, ça a diminué, elles n'y allaient pas. Ou alors, il y a les gens qui alertaient en disant on nous interdit, etc. Enfin, il y a toute cette question-là qui a été battue et redébattue, qui n'est pas facile, quoi. Une bonne part de la maltraitance, si j'ai bien compris, ne se situe pas dans les EHPAD, mais à domicile. Quelle est la part? Alors, il n'y a pas de statistiques nationales, parce que les alertes, elles peuvent arriver au département, elles peuvent arriver à l'ARS, elles peuvent arriver directement chez le procureur, elles peuvent arriver à Alma, et il n'y a pas de mise en commun de ces choses-là. Hein. Donc, c'est pas facile. Mais c'est clair que quand même, globalement, tout le monde dit que c'est au domicile peut-être qu'il y en a le plus, hein, puisque quand même dans les institutions, il y a quand même des effets de régulation, il y a quand même eu quelque chose qui se parle plus facilement. Au domicile, c'est ce que j'appelle le village réseau. Vous avez une multitude d'intervenants qui ne sont pas obligés de se parler, hein, et justement de se coordonner. Ça se fait des fois, attention, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est plus facile, chacun est dans son silo un petit peu. Hein. Bon, il y a l'infirmière d'un côté, il y a le SAD de l'autre, il y a un kiné qui passe, il y a une assistante sociale. On est quand même dans un domaine souvent où la liaison médicale et sociale, elle est encore fragile en France. Hein. Elle est fragile. Hein. Donc tout ça, ça ne facilite pas la résolution. Alors que la résolution, elle passe par ce travail en cohérence de tout ce groupe-là, hein, qui contiendrait un peu les choses. Je reviens au Fossoyeur. Quand on lit certains extraits, alors ce que vous n'avez pas fait, on voit bien que certains pensionnaires d'EHPAD sont incapables de dire les mots ou d'alerter. Orpea, puisqu'il s'agit d'eux, avance de son côté un taux de satisfaction des familles et pensionnaires de 95%. Comment peut-on expliquer ce différentiel ? Je ne suis pas capable de l'expliquer, je suis désolé, mais effectivement, je ne sais pas, ça dépend de quelle façon tout ça a été construit, a été investigué. Alors, les personnes, bien sûr, et à un moment donné, il y a des gens qui n'ont plus leur discernement et qui ne peuvent pas s'exprimer, mais vous savez, les personnes âgées, même avec des maladies comme ça évoluées, vont montrer des choses. Ils vont par exemple avoir des troubles du comportement, ou ils vont plus manger. Enfin, c'est pas de la parole, mais c'est comme de la parole. Donc si on se focalise un peu sur des signes que nous montrent les gens d'un malaise, hein, où ils vont très angoissés, on a des éléments finalement. Hein. Les cliniciens ont des éléments. Est-ce que globalement, il n'y a pas quand même un manque de contrôle de ces structures ?
Ouais, sûrement. Il y a déjà des contrôles quand même qui existent, hein, puisque nous, quand on a des choses dans les institutions, on s'oriente vers le conseil départemental et l'ARS, ou ça peut être aussi une saisie du procureur s'il y a des choses à qualifier. Mais j'ai cru comprendre, mais je ne connais pas tout à fond, hein. Alice Casagrande, la présidente de la Commission nationale, a été interviewée ce week-end par l'AFP, on a discuté ensemble. Effectivement, il n'y a pas d'obligation chez les ARS, si vous voulez, de faire un contrôle centré sur la maltraitance régulier. Ça n'existe pas. Bon, donc il y a sûrement des choses à réévaluer, bien évidemment, hein. Mais c'est un problème. Le risque un petit peu de cette histoire, c'est qu'on cherche des boucs émissaires un peu, alors que c'est un problème qui nous concerne tous, quoi. Je veux dire, tout le monde a sa part là-dedans, hein. Et qui n'est pas fondamentalement nouveau, peut-être. Alors qui n'est pas complètement, vous avez complètement raison. Et nous, on aimerait bien qu'on en parle plus, quoi, hein. De plus en plus, les travailleurs sociaux qui travaillent dans ce domaine préconisent le maintien à domicile. Mais est-il possible et jusqu'où? Est-ce qu'il faut favoriser le maintien à domicile quand il est possible? Je ne sais pas si ce mouvement peut aller dans l'autre sens, hein. Je crois que les gens ont été interviewés, ont tous dit ce souhait-là, et on a tous ce souhait-là. Enfin, bon, je ne sais pas, est-ce que vous voulez partir en EHPAD demain ou pas, ou vous voulez mettre vos parents, je ne sais pas, moi les miens sont morts. Bon. Donc voilà, on est devant ça. Sauf qu'effectivement, le maintien à domicile a des limites, et ce travail sur comment travailler sur les limites pour trouver des solutions de relais, il est insuffisant, effectivement. Et souvent, alors pour des raisons multiples, souvent les familles vont attendre le dernier moment, ça va être dans une espèce de crise que l'entrée va se faire dans de mauvaises conditions, ou parce qu'il y a eu une maladie, puis c'est l'hôpital qui envoie, enfin, etc. Donc bien sûr qu'il y a des limites, mais je crois qu'il y a encore plein de travail à faire là-dessus, hein, sur où sont les limites. Puis les limites, elles peuvent être subjectives, elles peuvent dépendre de chaque famille, de chaque personne, enfin, etc. Cette question, elle est juste, il y a des limites, mais je ne pense pas qu'on remettra en cause cette question de finir sa vie à domicile, chez soi, et puis mourir près des siens si on peut, hein, si on peut, si on veut, s'ils veulent. Peut-on parler d'une maltraitance quelque part un petit peu généralisée du grand âge dans notre société, où les anciens ne sont finalement plus pris en charge ou moins bien pris en charge par les familles, qui quittent les régions d'origine et donc s'éloignent de leurs anciens? Les travaux sur les aidants ne montrent pas ça, montrent que les aidants restent quand même, familiaux, j'entends, restent très engagés quand même, hein. Donc on peut pas le dire comme ça, alors d'une manière évidemment variable. Je ne sais pas si on peut dire ça. Vous savez, il y avait aussi des vieillards qui restaient à la ferme les 3 générations, où ça ne se passait pas bien, hein. Pas non plus une garantie absolue, hein. Bon. Mais je crois que c'est insuffisant. On n'y réfléchit pas assez. Je crois qu'effectivement, cette question on a envie de l'éviter un peu, cette question de comment ça va se terminer, la question de la mort qui est au bout quand même, hein. C'est un peu ça. Bon. On préfère parler d'autre chose, de quelque chose de plus joyeux. Bon, bah écoutez, mais je crois qu'on n'échappera pas à la fin quand même, tous. Est-ce que vous espérez que cette affaire Orpea va enfin inciter les différentes parties prenantes à aborder de front ce problème-là? Je le souhaite, moi, effectivement, et à un niveau, au plus haut niveau, au niveau politique, hein. Bon, on est d'ailleurs dans une belle période pour ça, mais il ne faut pas attendre uniquement les campagnes électorales pour que ça avance, hein, bien évidemment. Mais effectivement, oui, c'est important que ça soit vrai. Mais on est dans des sociétés qui tolèrent de moins en moins bien la violence, hein, à tous les niveaux. Bon, il y a les femmes qu'on tue, il y a les gens porteurs de handicap, il y a les souffrances au travail, bon. La souffrance animale. Animale aussi, bon, voilà, mais c'est tout à fait... Donc, il faut se donner les moyens aussi. Et là, il y a des choix politiques et éthiques, hein, qui sont quand même très importants. Ça a un coût. Le temps qu'on donne aux gens, la présence, ça a un coût. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Guillaume, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.